le concours iLab, on a bénéficié de… d'abord, c'est très structurant parce que ça demande de formaliser la roadmap, le BP, la trajectoire, les hypothèses, le marché. Donc, c'est particulièrement structurant. Ça nous a beaucoup aidé et ça nous a apporté un très grand soutien financier. Le concours mondial de l'innovation, là aussi, est opéré par BPI France. Il visait à financer les grandes innovations aux horizons 2030. Donc, aller chercher de la technologie très en amont, assez tôt, pour financer des développements qui auront un impact industriel important. Et le concours Innov, lui, est un mécanisme plus jeune chez BPI France et il vise à apporter un soutien financier sur des montants assez importants et notamment pour soutenir ces phases qui sont compliquées où il faut financer les essais cliniques. On sait que les dépenses sont très importantes, le time to market assez important lui aussi, donc ça consomme du cash et l'idée c'est de financer des innovations qui vont derrière avoir un impact sociétal. L'idée c'est quand même d'améliorer la prise en charge des patients et de mettre de la bonne technologie au bon endroit dans la médecine pour augmenter l'efficience du système de soins. Donc ça c'est clairement le scope de Innov. Et on a été très fiers. Là aussi, le processus de sélection est quand même assez drastique. Et on a bien parcouru les concours et les couloirs de la BPI. Les partenaires, ils sont très importants. Il faut évoquer la société Alcis qui est à Besançon et qui accompagne la technologie depuis très longtemps. C'est un fabricant, eux-mêmes ont des produits en neurochirurgie. Aujourd'hui, ils assurent pour nous un certain nombre d'étapes essentielles dans la production et ils sont d'autant plus importants et compétents que c'est une société qui a depuis très longtemps l'habitude de gérer le management de la qualité. Un autre partenaire qui est à Grenoble qui s'appelle Catin, les établissements Catin du groupe Decker qui font de l'usinage de précision. C'est très important parce que ce dispositif, il est tout petit, il fait 1,2 mm de diamètre et quand on a besoin de le mettre dans un périphérique de recueil, de faire des protos, il faut des partenaires avec de la grande réactivité. Et sur la clinique, aujourd'hui, il faut citer les centres hospitaliers associés, Angers, Henri-Mondor, Sainte-Anne, très bientôt Clermont-Ferrand, on l'espère. Le professeur Catherine Godefrin qui nous accompagne sur la neuropathe, le professeur Emmanuel Gay qui est chef du service de neurochir à Grenoble et le professeur François Berger qui a bercé de tout son pouvoir des développements dans son versant académique. Voilà, on a beaucoup de partenaires sur différents sujets et on repose beaucoup sur eux, ils ont une place importante. On a une licence exclusive sur les 5 brevets Princeps qui protègent la technologie, à la fois le design, l'utilisation de ce matériau et d'autres déclinaisons de matériaux pour notre approche, et qui nous a été concédée par le service de valorisation du commissariat à l'énergie atomique, le CEA, au nom des 4 partenaires institutionnels qui sont détenteurs de cette propriété industrielle, que sont l'INSERM, l'Institut national de la santé et de la recherche médicale, le CHU de Grenoble, l'Université Grenoble-Alpes et le CEA. Donc, il y a 4 institutions qui sont codétentrices de l'API et on est licencié de manière exclusive sur ce portefeuille. Et par ailleurs, et un tout petit peu plus tard, on a déposé en propre, au nom de la société, un brevet qui protège les nouveaux designs des systèmes de recueil. La réponse est oui, forcément, et non. Non, parce qu'on crée un nouveau marché pour un besoin qui n'est pas couvert, qui n'a pas de réponse. On ne vient pas concurrencer souvent, on nous dit oui, mais la biopsie sera toujours faite quand il y en a besoin parce qu'elle permet l'analyse morphologique du tissu. Et elle se maintiendra et on ne vient pas affronter le marché de la biopsie. On vient compléter par des informations inédites auxquelles on n'a pas accès en temps normal sans la techno, améliorer, rendre plus fin le diagnostic et la compréhension de chaque tumeur, de chaque patient. Pour autant, il y a quand même de la concurrence un peu, et c'est pour le coup des développements qui sont bien plus amont que les nôtres et qui viseraient, par exemple, à faire de la détection en temps réel dans le champ opératoire, de ce qu'est la tumeur versus ce qu'est du tissu sain. Et ça, c'est pour maximiser la résection chirurgicale. C'est du guidage pour le chirurgien. Donc, on n'adresse pas tout à fait la même problématique. En définitive, ce qui sera utile pour les patients, ce sera super. Il y a forcément une part de concurrence, mais le sentiment qu'on a, c'est que très clairement,
On crée un marché qui n'existe pas, c'est un marché nouveau. Et il y a des développements qui prennent d'autres orientations, qui seraient plutôt d'améliorer la chirurgie ou de rendre la radiothérapie plus efficace. Ça aussi, c'est une forme de concurrence. Mais ce n'est pas du tout un phénomène frontal. On ne vient pas affronter une concurrence déjà en place. Et le positionnement de notre technologie, elle se situe sur deux versants. Le premier, c'est être capable de faire une intervention et de faire des prélèvements multiples dans des régions où normalement on ne ferait pas de prélèvements. Et par ailleurs, d'aider à mieux comprendre pour mieux choisir des traitements. Et c'est l'idée d'aller jusqu'au bout en lançant par la suite une étude dans laquelle on se servira des données que nous générons grâce à la techno pour piloter la prise en charge des patients dans un essai clinique plus tard à venir. Les résultats de ce premier essai clinique, en fait, donc la question qui était posée dans cet essai clinique, c'était répondre à la faisabilité, à l'opérabilité de notre approche, et donc pour un premier objectif qui était la safety. Et donc, quand on comparait ça à la biopsie, donc sur les 35 premiers patients, on a pu démontrer cette innocuité pour le patient. Donc, l'effet non lésionnel a été validé. On a pu valider aussi l'opérabilité clinique, donc à savoir le fait de pouvoir intégrer ça dans la routine chirurgicale. Et on a pu aussi démontrer que sur les prélèvements qui étaient actuellement faisables en analyse moléculaire, donc analyse de l'ADN, de l'ARN, de la protéomique, donc ce qui nous a permis ensuite, aujourd'hui, de pouvoir proposer un deuxième essai clinique qui sera là, de pouvoir répondre à l'intérêt de ces prélèvements pour la prise en charge des patients. Un dossier de marquage CO se compose de 3 grands dossiers. Un premier dossier qui est le dossier de conception, avec tous les choix de la conception, la façon de produire, les sites de production, la manière dont les procédés ont été validés, et qui enregistre toute l'histoire de la conception et des choix techniques pour libérer le produit et montrer qu'on est capable, au 100e lot, de sortir le même produit qu'au premier lot. Ce dossier-là, il est complet, il est achevé, il est disponible. Un deuxième dossier qu'on appelle dossier de gestion des risques, qui est une super analyse de risques dans les 3 environnements. Où sont les risques en conception, où sont les risques en production et où sont les risques dans l'utilisation du dispositif qui pourraient générer un problème avec les patients. Ce dossier-là, il est quasi terminé, mais il sera enrichi par le retour de terrain de l'essai clinique. Donc, il faudra vérifier que les cotations de risque étaient fidèles par rapport à ce qu'on a observé sur le terrain clinique. Et enfin, il faut un dernier dossier qui est le plus important, qui est le rapport d'évaluation clinique, suite à une étude clinique qui démontre la sécurité d'utilisation et la performance. Et c'est ce dossier qui nous manque, ce dossier pour lequel on a commencé évidemment à colliger les données cliniques disponibles, mais il faut encore inclure 40 malades pour arriver à une cohorte finale d'environ 75 malades. Chaque malade, c'est entre 1 et 3, 4 prélèvements, donc ça fait quasiment 200, 300 utilisations de la techno. Et on pourra montrer que sur ces 300 cas d'usage, ces 300 utilisations, on aura documenté qu'on est au rendez-vous et que cette technique apporte un bénéfice sans risque pour les malades. On compilera le rapport d'évaluation clinique et enfin, on pourra déposer du coup ces 3 dossiers conjointement à l'organisme notifié. Dans les grandes lignes, c'est la même chose. Il y a juste une question qui va nous occuper dans les 6 mois qui arrivent, qui est de déterminer, et probablement en faisant des rencontres précoces avec l'agence américaine dans le courant de l'année prochaine, de déterminer si on est sur une procédure de novo, c'est-à-dire comme c'est un dispositif vraiment nouveau, bah, on refait tout le chemin et on redépose les 3 dossiers ensemble pour un examen par la FDA, ou alors si on peut se servir on appelle ça un predicate, un comparateur. Finalement, ce que l'on a inventé, c'est un biopseur qui fait moins mal. Et des données de sécurité sur des biopseurs, on en a plein, et des données de sécurité sur notre dispositif, on en a aussi. Et il existe un chemin réglementaire qui permet de faire une étude comparative et d'aller un tout petit peu plus vite sur le marché américain par une procédure qu'on appelle le 510K. Et ça, il faut qu'on le détermine. Et aujourd'hui, on a besoin de sonder mieux ce terrain-là et d'aller chercher des expertises de gens qui connaissent mieux l'accréditation du marché américain. Il faut qu'on complète notre connaissance pour choisir quelle est notre stratégie d'accès au marché américain.
On l'espère, oui, de manière considérable aujourd'hui. La prise en charge d'un patient atteint d'une tumeur cérébrale, selon ce que l'on lit, selon les sources qui sont sérieuses, mais parfois pas d'accord, coûte plusieurs dizaines de milliers d'euros au système de soins par patient. Là-dedans, il y a des coûts directs et il y a des coûts indirects. Il y a des coûts directs de prise en charge et il y a des coûts indirects parce que le patient ne guérit pas et qu'il ne retravaille pas et qu'il a besoin de soins à domicile. Donc, ce poste de dépense, aujourd'hui, ça coûte très cher au système de soins de prendre en charge ces patients pour une réponse thérapeutique qui n'est pas satisfaisante. L'espérance de vie de ces patients, elle est dramatique. Et aujourd'hui, la vraie question, et ça fera l'objet d'une étude médico-économique dédiée, il faut quantifier tous ces facteurs pour après, ça adresse la question du remboursement, au moins dans les systèmes de soins comme en France, qui reposent là-dessus, qui est quel est le bénéfice pour le patient, est-ce qu'il va définitivement mieux, est-ce qu'il ne récidive pas de sa tumeur, est-ce qu'il n'est pas repris en charge, est-ce qu'il retravaille. Et derrière, ça va permettre un ajustement dans le pricing de la technologie, combien ça coûte finalement et à quel prix ça se vend. Et en face, la question du remboursement, c'est-à-dire qu'en face du bénéfice attendu, si l'État économise substantiellement de l'argent, et c'est tant mieux pour les patients d'abord, et c'est tant mieux pour le système de soins ensuite, alors il est probable, et on l'espère, d'abord pour les patients et ensuite pour le système de soins, que le système de soins va gagner en efficience et donc faire des économies qui, on l'espère, seront redéployées à direction d'autres malades dans d'autres pathologies. Ça se passe quasiment tout le temps sous anesthésie générale. Les interventions neurochirurgicales, elles sont pas douloureuses du tout. La boîte crânienne n'est pas innervée, donc ça fait pas mal. Par contre, c'est assez contraignant parce que le patient, il a sa tête qui est fixée dans un cadre de stéréotaxie la plupart du temps. Et ça, c'est assez contraignant et c'est pas facile à vivre pour les patients. Donc la plupart du temps, ils sont opérés sous AG. Pour autant, un certain nombre de patients pendant les interventions et de plus en plus quand même, peuvent être réveillés pendant la chirurgie parce que le chirurgien s'interroge sur, mettons que le chirurgien souhaite ôter un peu plus loin du tissu, mais qu'il ait peur, parce qu'il est voisin d'une région très fonctionnelle du cerveau, de générer un déficit cognitif pour le patient. Donc il se développe et il se publie beaucoup de séries dans lesquelles les patients sont réveillés pendant la chirurgie et ils ne sentent rien, la boîte crânienne n'est pas du tout innervée, pour des questions de maximisation de l'exérèse chirurgicale tout en préservant les fonctions cognitives du patient. Au demeurant, la technique d'empreinte tissulaire, elle peut être faite dans des approches de type stéréobiopsie, donc c'est juste un trou de trépanation et on descend un instrument. Elle peut aussi être utilisée dans des contextes de chirurgie qu'on appelle à ciel ouvert, donc là clairement on ouvre un volet osseux, on rentre dans le cerveau du patient et le prélèvement lui-même, pareil, il est parfaitement indolore, donc il pourrait se faire des prélèvements avec des patients, pourquoi pas, au cours d'une chirurgie éveillée. L'essentiel étant, ce qu'on a pu montrer aussi, c'est un bénéfice de l'étude clinique première, que cette technologie s'insère très bien dans les deux contextes, stéréobiopsie, donc à crâne presque fermé, ou chirurgie à ciel ouvert. Donc, alors, il y a plusieurs pistes que l'on entrevoit et que l'on sollicite aujourd'hui. Il y a d'abord les sociétés qui sont spécialisées dans la data. Ce qu'a expliqué Mathieu, c'est que ce que l'on va faire, c'est non seulement avoir un outil de prélèvement qui permet d'aller chercher dans des régions jamais explorées jusqu'à présent, mais aussi qu'on va proposer donc un logiciel d'aide à la décision basé sur l'intelligence artificielle. Donc en fait, on est dans ce qu'on appelle la data. Dans ce domaine qu'est la data, il y a de nombreux acteurs et le plus connu d'entre eux, c'est 23andMe, donc qui est une société américaine qui a été cofondée par la femme de Sergey Brin, donc le fondateur de Google, et qui très tôt en fait s'est dit les datas liées à la santé sont des données extrêmement valorisantes et qu'il faut exploiter. Donc eux, ils font un prélèvement qui n'a rien à voir avec le nôtre, c'est un prélèvement de crachat et c'est un prélèvement fait par un crachat qui permet en fait de déterminer votre généalogie.
Néanmoins, ils se sont aperçus que dans les donateurs, dans ceux qui crachaient dans leur petit tube, il pouvait y avoir des gens qui étaient atteints de pathologies. Et donc, ils ont notamment Parkinson, et ils ont vendu ces données, ils ont vendu ces cohortes de données, ces cohortes de patients, donc pour des sommes absolument colossales, à des grands laboratoires. Donc, si vous voulez avoir de l'info sur ces sociétés, il y a 23andMe, mais il y en a quelques-unes qui collectent de la data. Et bien sûr, comme nous, notre métier, c'est aussi de développer des outils pour collecter de la data et fournir un outil logiciel qui permet une prise de décision à partir des data. Et bien entendu, on intéressera et on intéresse déjà cette population de sociétés. La deuxième typologie, c'est bien sûr les medtech. Toutes les sociétés les medtech que vous pouvez connaître, en fait, sont à l'affût de nouvelles sociétés plus petites qui permettent de capturer une information plus pertinente que celle qu'ils ont. Et c'est typiquement ce que fait MedImprint en allant chercher dans des zones du cerveau qui n'ont jamais été explorées par un procédé à base de silicium. Donc ça, c'est le deuxième type de société. Et puis le troisième type de sociétés qui peuvent être intéressées par notre technologie, c'est bien sûr les big pharma. Pourquoi ? Parce que on le voit dans la bataille qu'il y a actuellement sur le traitement pour le Covid, c'est qu'en fonction de la cohorte de patients que vous choisissez, à laquelle vous allez attribuer votre traitement il va plus ou moins bien répondre. Donc, le choix de la cohorte de patients est absolument crucial pour toutes ces grandes sociétés, ces big pharma, et c'est ce que l'on fait, ce qu'ils appellent les tests compagnons. Donc, il y a 3 cibles de sociétés qui peuvent être intéressées par notre technologie et qui le sont déjà et qui nous suivent déjà sur nos réseaux sociaux. C'est les sociétés qui font de la data, type 23andMe, c'est les grosses big pharma qui sont intéressées pour faire un test compagnon. Et puis, c'est les medtech qui peuvent être intéressés par compléter leur portfolio de produits par un produit qui est extrêmement pertinent et qui donne une information très précise. Alors, effectivement, l'infection Covid nous touche tous. Et si on regarde, elle est un peu loin des premiers objectifs qu'on se fixe, c'est-à-dire aborder les tumeurs cérébrales et la sphère neurochirurgicale. En revanche, notre approche, elle est basée sur le prélèvement et sur l'outil silicium, donc la surface en silicium qui a une capacité de capture. Propose aujourd'hui, et on est associé avec des partenaires académiques pour proposer des projets. Donc nous, ce qu'on amène là-dedans, c'est notre capacité à amener une surface qui permet de capturer de l'information moléculaire pour pouvoir développer des outils de diagnostic et donc permettre, dans la crise actuelle, de développer des outils qui vont permettre d'identifier et de développer des tests de détection des malades du Covid basés sur la surface en silicium. Donc, effectivement, on essaye aujourd'hui, nous aussi, de participer à l'effort national finalement et international pour essayer de répondre à ce challenge qu'on a face à nous aujourd'hui.